L'agriculture, un terrain fertile pour les start-up. Ces dernières années, l'appétence des agriculteurs pour les nouvelles technologies est allée de pair avec l'émergence d'une offre bouillonnante émanant des start-up prêtes à mettre le progrès du numérique et l'innovation au service d'une agriculture durable et rentable. Pourquoi ce secteur agricole est-il terre d'opportunités pour les start-up françaises? Comment améliorer davantage le développement de cet écosystème? Réponse aujourd'hui avec nos deux invités. Paolin Pasco, cofondateur et président d'Agriconomie, plateforme de vente en ligne entièrement dédiée aux approvisionnements agricoles. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smartech, Paolin Pasco. Mathieu Carbillet, directeur adjoint d'AgriFrance, BNP Paribas Proprety. Votre cœur de métier, évidemment, on l'entend, c'est l'investissement dans les exploitations agricoles. Bonjour Mathieu Carbillet. Bonjour. Merci de nous accompagner aujourd'hui. Paolin Pasco, première question. Comment expliquer cet intérêt réciproque plutôt récent entre les startups et le secteur agricole? Je pense que en premier lieu, c'est l'arrivée d'Internet dans les communes rurales et à travers la France qui a permis à bon nombre de sociétés de créer des modèles et aux agriculteurs de les trouver directement en ligne. Et on a vu une vraie transition digitale arriver en France et tout un tas de facteurs qui fait que la France est un terreau d'innovation agricole. On a des exploitations qui sont parmi les plus propres au monde, qui sont très développées, très connectées. Ensuite, on a de très bons ingénieurs, de très bons matheux, de très bons développeurs informatiques. Donc tout ça, ça fait un parfait, et de parfaits, très grands agronomes. Donc ça fait un parfait mélange pour créer des belles innovations à destination des agriculteurs et de toute la filière agricole au sens large. Qu'est-ce qu'elles apportent concrètement comme innovation aujourd'hui, ces startups au secteur, et pour quelles applications? Est-ce qu'on a quelques exemples? Alors on a beaucoup d'applications, ça peut être dans la robotique, ça peut être dans les plateformes, dans le changement de modèle avec des sites internet qui permettent de faire de la vente en direct, des circuits courts, etc. Donc on a bon nombre d'innovations qui permettent aux agriculteurs d'être plus performants économiquement, de mieux répondre aux enjeux environnementaux qui sont face à nous. Et puis l'idée aussi, c'est de permettre aux agriculteurs d'être plus performants économiquement. C'est un enjeu très important si on souhaite garder une vraie diversité des agricultures, parce que l'agriculture reste le terreau de l'économie française. Mathieu Carbillet, c'est un secteur qui a toujours été à la pointe de la technologie, l'agriculture, qui a toujours innové. Oui. Moi, je dirais qu'en fait, justement, la tech s'intéresse à l'agriculture, mais l'agriculture s'est toujours intéressée à la technologie et à la technique. C'est un des secteurs qui a toujours été innovant, notamment parce qu'effectivement, après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu nourrir la France et l'objectif, c'était effectivement d'augmenter la productivité et d'augmenter la technicité. Ça n'a pu se faire que par les énergies fossiles et malheureusement, maintenant, en fait, on est obligé de revenir vers quelque chose qui soit beaucoup plus axé sur la sobriété. Et cette sobriété implique effectivement qu'on aille vers des technologies qui aident les agriculteurs à prendre des décisions et notamment, je pense qu'un des éléments, c'est l'arrivée de la donnée. C'est la capacité qu'ont les nouvelles tech à traiter la donnée pour accompagner les agriculteurs dans leur prise de décision, pour les aider justement à être plus sobres, plus efficaces et à travailler sur des nouvelles applications, qui est important. Paolin Pasco, oui, vous vouliez réagir? Bien sûr, rebondissez. 100% d'accord avec ce que vous dites. Le métier d'agriculteur, c'est un métier d'entrepreneur avec un métier très complexe où on va chercher de la donnée un peu partout, donc la donnée de chez nous, mais aussi on a besoin de la donnée extérieure qui vient des cours et marchés, du prix du gaz, de l'euro-dollar, etc. Donc on a besoin pour piloter sa ferme d'un maximum de données. Et en fait, ce qu'apportent les startups et le digital notamment, c'est un accès plus simple à toutes ces données qui permettent aux agriculteurs de prendre de meilleures décisions. Parce que le métier d'entrepreneur, mais d'agriculteur, c'est de prendre un maximum de bonnes décisions. Et toutes ces données leur permettent d'avoir en poche tous les indicateurs qui leur permettent de prendre des décisions plus vite et des décisions meilleures pour leur exploitation. Pour qu'on ait une idée un peu de cet écosystème, combien sont-elles ces startups aujourd'hui en France qui travaillent dans ce secteur de l'agriculture? Elles sont nombreuses? Alors aujourd'hui, on a à peu près 500 startups agtech, donc agricoles, en France. En 2016, on en avait une centaine. Donc on voit qu'on a une vraie explosion avec une vraie dynamique. Beaucoup de jeunes entrepreneurs et de moins jeunes qui s'attellent à tous les défis que nous avons en face de nous dans le secteur agricole et qui sont nombreux. Mathieu Carbillet, oui, on le voit dans les chiffres, les jeunes entrepreneurs français s'intéressent de plus en plus à ce secteur. Oui, en fait, on constate que, déjà, ne serait-ce que quand on regarde le marché global de l'investissement dans les startups, on voit qu'effectivement, au niveau agricole, selon les estimations, il y aura à peu près entre 11 et 15 milliards d'euros qui seraient levés
qui ont été levées en 2020 et avec une évolution d'à peu près 10% tous les ans. Donc on voit vraiment qu'il y a une volonté des nouveaux investisseurs. J'ai entendu il n'y a pas longtemps que Jack Ma, par exemple, s'intéressait notamment aux nouvelles technologies agricoles françaises. Donc on voit qu'il y a effectivement un marché qui intéresse les investisseurs. Et comme en ce moment, en fait, il y a quand même un certain nombre de liquidités qui sont disponibles, on peut constater effectivement que ces innovations intéressent énormément les fonds d'investissement et les marchés. Et sur ces montants globaux levés pour le secteur agricole, on a à peu près 560 millions qui ont été levés en France par des startups, notamment d'une association qui s'appelle La Ferme Digitale et qui fédère la majorité des startups du secteur agricole. Et on voit qu'on est encore assez loin en France de ce que peuvent investir les investisseurs dans les startups aux États-Unis, en Israël, en Chine. On a quand même la 5e place en termes de montants levés pour nos startups agricoles. Mais si on veut continuer à répondre aux enjeux et avoir des technologies qui s'exportent pour éviter d'importer totalement les solutions américaines, chinoises, israéliennes, canadiennes, etc., il faut qu'on apporte encore plus de fonds aux startups françaises pour qu'elles puissent devenir maîtres de leur technologie ici, mais aussi créer de la valeur pour les écosystèmes agricoles à travers le monde. C'est la seule solution pour garder, ce qu'on évoquait juste avant, une vraie souveraineté de la data agricole, qui sera un enjeu primordial dans les années à venir. Mathieu Carbier, on l'entend, l'agriculture, peut-être même comme la santé, ce ne sont pas des domaines, des secteurs comme les autres. Il y a un enjeu de souveraineté alimentaire. Comment les startups appréhendent justement ce secteur? Est-ce qu'il y a une responsabilité peut-être qui leur incombe en se disant on n'entre pas dans ce secteur comme on entrerait dans n'importe quel autre secteur? Oui, alors je dirais aussi qu'en fait, on a parlé de jeunes et de moins jeunes qui investissent, mais souvent ce sont quand même des jeunes avec une conscience de la nécessité d'avoir une approche un peu plus environnementale, d'avoir une approche un peu plus sobre. Et donc, du coup, en fait, ils apportent leur pierre à l'édifice. Et surtout, actuellement, ils sont soutenus par les États, puisqu'on voit qu'il y a eu un changement aussi de paradigme. On voit que la French Tech est très présente, mais l'État investit dans des startups, crée des startups. Au sein de l'INRA, par exemple, il y a à peu près 200 startups qui ont été créées au fil des dernières années. Et on voit que dans les différents pays, en fait, il y a cette question de la sécurité alimentaire qui se repose depuis qu'on a vécu la crise de la Covid. Et on voit des États comme Singapour qui investissent notamment, par exemple, dans des fermes, des fermes urbaines, des fermes... Oui, des fermes urbaines, des fermes verticales. Voilà, oui. Ça y est, merci beaucoup. et qui permettent, en fait, effectivement, qui ont bien conscience que sur des petits territoires comme les leurs, ils ne peuvent pas développer des agricultures comme celles que nous, on est en capacité de développer, et qui donc vont chercher des marges de progrès ou des possibilités d'évolution. L'Islande, par exemple, s'est dit qu'elle devait se sécuriser, sauf qu'à l'extérieur, c'est très difficile de faire pousser des cultures. Donc, ils ont travaillé sur leurs énergies, et en fait, en utilisant les gaz et les vapeurs qui sont générés par la géothermie, ils ont pu commencer à être autonomes au niveau alimentaire sur à peu près 30%. Donc ça a réduit de 30% leurs importations, ça réduit leur bilan carbone, ça a un impact très positif. Oui, d'ailleurs, Mathieu Carbier, c'est ce que vous nous dites, dans une majorité d'innovations aujourd'hui, ou de technologies, l'enjeu environnemental ressort très clairement. Quelle place tient-il, là, plutôt sur la partie financement, dans les critères de financement du point de vue de celui qui investit ? Alors, on constate que les investisseurs sont de plus en plus soucieux, notamment des critères sociaux et environnementaux, et aussi d'investir dans des secteurs décarbonés. L'agriculture n'est pas, pour l'instant, réputée comme étant un secteur décarboné, puisqu'elle produit à peu près 14% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, toute technologie qui est capable, en fait, de participer à la réduction de ces émissions est la bienvenue. Et c'est un des critères que regardent les investisseurs quand ils travaillent avec des startups, puisqu'en fait, ils ont tendance à privilégier des technologies qui vont essayer d'améliorer les choses. Par exemple, on sait que les ruminants ont une production de méthane qui est très importante. Et la question qui se pose, c'est comment réduire ces émissions au niveau des ruminants. Alors, bien évidemment, on peut réduire la population de bovins. C'est un des premiers pas. Mais on peut aussi travailler sur leur alimentation. Et on s'est rendu compte qu'en introduisant des algues
dans l'alimentation de ces animaux, ça réduisait énormément leurs flatulences, et ce sont les flatulences qui émettent du méthane. Et donc on se rend compte qu'on peut éventuellement avoir un impact. La question ensuite, c'est que ces startups doivent travailler sur quel est le pourcentage qu'on introduit dans la ration alimentaire, etc. Donc on voit très bien que les investisseurs ensuite sont soucieux de ce type de technologie. Et ces sujets-là sont extrêmement importants. On en a d'autres, mais on sait très bien que l'humanité a plusieurs défis face à elle, notamment celui qu'on évoque, la réduction du carbone avec tous les enjeux climatiques. Les agriculteurs vont avoir un rôle dominant sur ce sujet-là. On a les enjeux de comment allons-nous nourrir la population mondiale et plus sainement. Là aussi, les agriculteurs jouent un rôle. Comment nous allons diversifier les sources d'énergie avec une énergie plus verte. Les agriculteurs aussi ont un rôle à jouer sur ce sujet-là. Donc on voit que les agriculteurs font partie de l'équation de résolution de tous ces sujets-là. Et si on reprend l'histoire de l'agriculture, les agriculteurs ont toujours réussi à passer les différentes transitions. Donc on peut dire que là, en face de ces urgences que nous avons, les agriculteurs seront les héros du XXIe siècle. Beaucoup de choses vont, grâce à leur travail, se résoudre. Mathieu Kerbillet, on l'a vu, les startups innovent, mais une question peut-être qu'on peut se poser aussi, est-ce que les agriculteurs, eux, ont les moyens pour des fois des investissements qui peuvent être assez lourds, assez coûteux ? Alors, tout dépend effectivement des technologies qui leur sont proposées, mais les États sont quand même très présents. L'agriculture est quand même une agriculture qui est extrêmement subventionnée, notamment en Europe et aux États-Unis. Et donc, en fait, après, c'est une question de fléchage des primes et des investissements qu'on peut leur proposer pour les accompagner, pour évoluer. C'est un petit peu comme en matière de rénovation thermique. Si on vous donne les bonnes aides, vous allez plus facilement changer vos fenêtres. C'est pareil pour un agriculteur. Si on lui propose la bonne technologie et qu'ensuite on est capable aussi de lui apporter les financements qui lui permettent effectivement de sauter le pas beaucoup plus facilement, ils seront beaucoup plus motivés et ça les aidera sur ce sujet. Donc il faut une volonté politique, sur cette question aussi, Paolin Pasco. Clairement, le financement est un sujet très important pour toutes ces transitions, mais on a aussi le sujet de formation. Comment est-ce que nous allons former les nouvelles générations d'agriculteurs et d'agricultrices à utiliser tous les nouveaux modèles qui sont en cours de création, toutes les nouvelles technologies qui vont être à portée de main. Donc on a l'enjeu financier qui est extrêmement important, l'enjeu d'éducation et de formation, mais on a aussi un enjeu de formation de la population, des consommateurs, parce que les agriculteurs sont partie prenante, mais les consommateurs aussi, parce que quand on va au supermarché et qu'on fait notre choix d'achat, on a aussi un impact très fort sur la pierre qu'on apporte à la transformation agricole. Donc les consommateurs ont aussi un rôle à jouer, et un rôle extrêmement important. Mathieu Kerbillet, oui, le consommateur est déjà un acteur clé finalement du financement de ces startups ou en tout cas de ces agriculteurs. Alors, tout à fait, parce qu'à la fois il choisit les produits sur lesquels il va se positionner. Et il peut aussi être investisseur, d'ailleurs, par ailleurs, puisqu'un consommateur peut aussi avoir un impact sur ces deux aspects. Et par contre, il faut être capable aussi de lui proposer les produits, parce que la problématique aussi qu'ont certains agriculteurs, notamment, par exemple, quand ils produisent des produits à forte valeur ajoutée, c'est d'être capable de les mettre en valeur. Donc, en fait, la technologie peut aussi les aider pour, au niveau logistique, être capable de faire des propositions, pour avoir des sites sur lesquels pouvoir acheter et pouvoir rapprocher le consommateur et l'agriculteur. Et donc, en fait, le consommateur, il a un impact, mais il doit aussi être aidé. Et c'est vrai que c'est l'intérêt des nouvelles technologies actuellement, c'est qu'elles permettent de raccourcir les chemins, de limiter les intermédiaires. Et en limitant les intermédiaires, évidemment, d'augmenter la marge des agriculteurs, ce qui est quand même le point le plus important, qui leur permet de vivre plus décemment. Et donc, potentiellement aussi, d'avoir plus de moyens pour pouvoir réinvestir dans des nouvelles technologies, pour pouvoir évoluer et être plus vertueux. Donc il y a un impact effectivement des consommateurs. Paolin Pasco, on a compris, c'est un écosystème avec beaucoup d'acteurs, privés, publics, grands groupes, start-up, agriculteurs, consommateurs. Comment favoriser aujourd'hui la bonne collaboration de tous ces acteurs dans cet écosystème ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer encore plus la bonne mise en relation entre tous ces acteurs ? Comme toujours, il faut que les gens se parlent, il faut que les gens échangent, il faut que les gens créent, discutent. Donc on a, avec une association qui s'appelle La Ferme Digitale, eu l'idée et l'envie de créer cet écosystème où tous les acteurs de l'innovation agricole vont se retrouver. Et l'innovation agricole, ou l'innovation au sens large, c'est pas que les startups, c'est pas que les jeunes aux cheveux longs, c'est aussi les intrapreneurs chez les corporates, c'est aussi les formations, les banquiers, etc. C'est tout un écosystème qu'on doit créer. Et là, on voit que le gouvernement a accéléré assez fort en créant la French Agritech avec la Ferme Digitale. Donc l'idée, c'est vraiment de faire grossir cet écosystème, de favoriser
les échanges entre toutes les parties prenantes, parce que si on veut réussir ce grand défi que nous avons face à nous, et que passer les transitions agricoles de la meilleure des manières, il va falloir que tout le monde travaille ensemble et que tout le monde avance ensemble. Du consommateur à l'agriculteur, de l'investisseur au banquier, du corporate à la coopérative, etc. On a besoin de tous avancer ensemble et on sent que cette dynamique est en train de prendre. Et pour ça, on a aussi besoin de beaucoup plus de financement de cet écosystème. Mathieu Kerbiet, de quelle manière vous communiquez, vous tissez un lien avec tous ces acteurs de l'écosystème pour établir, comprendre leurs besoins, s'adapter Comment vous rentrez en relation avec eux? Alors, on a créé, en fait, au sein de BNP Paribas, un certain nombre de laboratoires, entre guillemets, les fameux labs. Et surtout, l'objectif, effectivement, c'est d'être capable de les accompagner, notamment dans le développement de leurs entreprises. Donc, BNP Paribas a créé, par exemple, un programme qui s'appelle We Are Innovation, qui est promu par BDDF et qui accompagne, justement, en fait, ces jeunes entrepreneurs dans la mise en œuvre effective de comment pitcher auprès de business angels, comment aller défendre son projet pour se financer, et puis qui accompagne aussi financièrement le développement de ces entreprises de manière à la fois philanthropique et aussi tout à fait pragmatique, puisque bien évidemment, les startups d'aujourd'hui seront peut-être nos grands clients de demain. Vous parliez tout à l'heure de la French Agritech. Dans le cadre du plan France 2030, Emmanuel Macron a également annoncé un investissement de 2 milliards d'euros pour l'agriculture dans le numérique, la robotique et la génétique. Comment vous regardez ces annonces, Paulin Pascaud? C'est une très belle annonce. Oui. Plus on a, ça montre et ça crée le chemin pour les investisseurs privés. Si l'État abonde à hauteur de 2 milliards d'euros, on peut penser que les acteurs privés vont aussi accélérer leurs investissements sur tous ces sujets. Et si on compare un petit peu aux investissements qui sont faits aux États-Unis notamment, on se rend compte qu'on a encore un peu de chemin. Mais c'est, je pense, une très bonne initiative du gouvernement que de montrer le chemin sur l'investissement dans le secteur, parce qu'on en a besoin. On a besoin de créer l'agriculture de demain avec les agriculteurs, et ça coûte de l'argent. Mathieu Kerbiet, qu'est-ce que peut inspirer, oui, c'est ça, ce boost, cette manne financière qui est mise sur la table pour l'agriculture? Qu'est-ce que ça peut créer chez l'investisseur? Une confiance encore plus dans ce domaine? Une confiance, une direction. Puisqu'en fait, c'est vrai que quand on voit effectivement un État qui décide de prendre une direction claire et ferme, c'est toujours positif pour les investisseurs qui regardaient déjà d'un œil intéressé les technologies qui sont mises en place. Et ça leur permet de voir aussi vers quel type de technologie en fait, l'État souhaite s'orienter. Puisqu'évidemment, le monde des startups qui s'intéressent à l'agriculture est extrêmement vaste. Ça va de la biotechnologie, en passant par la logistique, jusqu'à la renaturation des sols et le travail sur la captation du carbone. Donc on a vraiment un espace qui est très large, et peut-être que le fait que les États définissent des stratégies à l'intérieur de cet espace permettra aussi aux investisseurs de pouvoir cibler leurs investissements en se disant, bon ben voilà, l'État croit en ces directions-là, je vais investir plutôt dans ces directions-là, plutôt que dans d'autres sujets qui finalement peut-être intéressent moins. Paulin Pascaud parlait des États-Unis. On a compris peut-être sur les technologies et les innovations, la France n'a rien à envier aux autres pays. Peut-être sur la question du financement, c'est là où on peut progresser, Paulin Pascaud, c'est ce que vous dites? On a des vrais sujets de progression sur la partie financement et aussi, je pense, dans la création de partenariats entre les grands groupes du secteur agricole et les startups. Je pense que les grandes innovations de demain seront co-créées, ou en tous les cas partageront des actifs créés par des startups et créés par des grands groupes. Je pense que c'est comme ça qu'on va réussir aussi à accélérer toutes les transitions qu'on a face à nous et créer des vrais produits qu'on pourra ensuite exporter à l'échelle européenne et pourquoi pas mondiale. Mathieu Kerbiet, oui, comment se place la France vis-à-vis de ses concurrents européens ou même américains sur cette question ? Alors, la France a toujours été extrêmement bien positionnée au niveau agricole. C'est quand même une des premières nations agricoles, et ça ne s'est pas fait tout seul, puisqu'on a quand même un petit territoire proportionnellement en matière de surface. Par contre, on a été capable de combiner à la fois une bonne productivité et, effectivement, Paulin le disait tout à l'heure, des ingénieurs de qualité, des structures de qualité, des réseaux de transport de qualité. Et donc, en fait, la France a toujours été dans cette logique d'évolution perpétuelle, et en fait, elle reste leader dans ces réflexions. La seule chose, c'est qu'effectivement,
il y a peut-être encore un petit décalage entre les coopératives, les grandes structures agricoles qui investissent depuis des années, qui sont positionnées depuis des années sur ces sujets, qui regardent d'un œil un petit peu sceptique pour l'instant encore le monde de la tech et des startups qui investissent dans ces sujets-là. Et effectivement, un meilleur dialogue et une meilleure coopération permettra sûrement d'accélérer en fait les processus et de permettre une meilleure mise en œuvre de tout ça. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus débattre aujourd'hui sur le plateau de Smart Tech. Paolin Pasco, je le rappelle, vous êtes cofondateur et président d'Agriconomie. Mathieu Carbillet, directeur adjoint d'AgriFrance et BNP Paribas Property. Merci beaucoup à tous les deux. On marque une courte pause, nous, et on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de Smart Tech. À tout de suite.